Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h, nous parlons de votre logement avec le fondateur de Radio IMO, Sylvain Lévy-Valency, et son invité. Merci Jean-Marie. Bonjour Olivier Safar. Bonjour à tous. Vous êtes le président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris. Vous êtes un syndicat majeur en France et vous représentez aujourd'hui 1/5 de la population française en Île-de-France. Vous regroupez quasiment tous les métiers de l'immobilier. Et je vous propose, Olivier, avec vous, de faire un focus sur les difficultés graves que vivent les Français sur l'accès au marché locatif. Si je vous demandais, là, comme ça, spontanément, de faire un constat quelques semaines après la rentrée. Quelques semaines après la rentrée, toujours le marasme, la crise, et on ne voit pas aujourd'hui de sortie telle qu'on l'imaginait après des Jeux Olympiques qui ont été extraordinaires. Je le dis, pourquoi ? Parce qu'on s'attendait, nous, à un redémarrage de l'activité avec des produits qui seraient sur le marché pour pouvoir les offrir à nos clients. Or, aujourd'hui, quand on a 1, 2, 3, 4, 5 appartements à louer, c'est peu. Et derrière, on a en moyenne 50 candidats par dossier. Et ça, c'est un choix qui est quand même un peu violent. Alors, avec la pénurie de biens loués, on a vu pour une offre à la location, il y a 400-500 appels, ça commence à devenir vraiment délirant. Il y a de plus en plus de candidats, quand on les interroge, ils sont prêts à tricher en falsifiant leurs documents dans leur dossier. Le bulletin de salaire, l'avis d'imposition, bien sûr il ne faut pas le faire, mais pourquoi c'est loin d'être une bonne idée ? Il faut vraiment dissuader les candidats de le faire. Alors, il faut dissuader les candidats de le faire parce que nous sommes là pour vérifier justement tous ces points-là. Et je rappelle qu'aujourd'hui, il y a des plateformes spécifiques, on ne va pas faire de publicité pour celles-là, pour vérifier effectivement que les dossiers sont corrects, que les déclarations d'impôts sont bien les bonnes et de la bonne personne, que la fiche de paye correspond bien évidemment à la personne que l'on a en face de nous. Vous dire qu'on a eu des exemples où on a eu des fiches de paye falsifié, dans lequel effectivement ils avaient pris un magnifique salaire d'une personne, sauf qu'ils avaient oublié de modifier le numéro de sécurité sociale, et j'avais un 1 à la place d'un 2 alors que c'était une femme. Vous savez que les numéros de sécu, 1 c'est homme, 2 c'est femme au début, et là c'était pas modifié. Donc on lui a posé gentiment la question de savoir si c'était un transsexuel ou changement de sexe. Bien évidemment, la personne s'est levée et est partie tout de suite du bureau. Bien sûr. Alors, mais évidemment, on le dit à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est une très très mauvaise idée, parce que vous avez des outils qui permettent de détecter la fraude. Oui. Ces outils, c'est les impôts. Aujourd'hui, vous avez une déclaration d'impôt, on a accès, on sait si c'est la bonne personne, on sait si ce sont bien les bons revenus. Derrière, c'est toute la partie des feuilles de paye. Je vous cache pas que quand on a un doute, on prend notre téléphone et on appelle les employeurs. Dans certains cas, on va se retrouver avec un employeur qui dit « Ah bah oui, il travaille chez nous », mais et on essaie de savoir à quel service, si elle est directrice, si elle est responsable, rien du tout. On a des réponses, mais complètement abracadabrantesque, on va dire les choses comme ça. Alors, on le voit, c'est une... Alors, bien évidemment, on l'excuse pas du tout, mais on peut comprendre le mécanisme qui pousse au désespoir d'aller jusqu'à ça. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, dans le statut des candidats, une mauvaise considération qui est prise par les administrateurs de biens, que vous connaissez bien? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi à mener une réflexion? On en parlait tout à l'heure avec Grégoire dans le journal. On a des banques qui se sont adaptées en faisant du crédit à des personnes qui sont des intermittents du spectacle, qui sont des freelances. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de mieux considérer ceux qui accèdent à la location? Alors, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, quand vous avez 50 dossiers qui sont à peu près corrects, vous allez choisir quelqu'un qui est en CDI plutôt que quelqu'un qui est en CDD, quelqu'un qui est en poste depuis déjà 3 ou 4 ans plutôt que quelqu'un qui vient de démarrer en période d'essai. Donc ça, ce sont des choix que l'on va faire pour rassurer nos propriétaires et les clients. Oui, bien sûr. Et ça, c'est une Mais difficulté. qu'est-ce qu'on fait de toute cette population qui arrive pas à se loger? Les jeunes actifs arrivent en ville et ils renoncent à leur emploi parce qu'ils peuvent pas se loger. 12% des étudiants ont renoncé, ont affirmé avoir renoncé à leurs études. Ça commence vraiment à devenir compliqué quand même. Alors c'est très compliqué, mais je vous rappelle que c'est le résultat d'une crise immobilière que l'on a aujourd'hui, qui vient effectivement de l'absence de construction neuve ou de réhabilitation d'immeubles. Et ça, c'est une difficulté. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'on est dans un cercle. Ce cercle, au lieu d'être vertueux, il est vicieux. C'est-à-dire que vous ne faites pas de neuf, vous allez plus avoir de locataires qui étaient effectivement dans leur appartement, qui vont acheter un autre appartement parce qu'ils sont très heureux de devenir qu'ils vont naturellement vers l'ancien. Ils vont naturellement, voilà. Et derrière, vous avez une évolution où celui qui était dans le 2 pièces va prendre le 3 pièces, celui qui était dans un studio va prendre le 2 pièces. Aujourd'hui, on a arrêté ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de
bien en location. On va essayer d'être un peu positif, mais pas évident, mais on va essayer quand même. Hein, on est coaché par Jean-Marie, donc ça va bien. C'est gentil. Alors, Paris-Toulouse, ce sont deux métropoles qui font face à une pénurie sans précédent. Mais c'est historique. C'est je crois qu'on n'a même pas de comparaison sur la pénurie des étudiants. Quelles sont les pistes à explorer pour trouver des logements? Je vous pose la question parce qu'on voit naître un peu partout de la colocation, du co-living, des modes alternatifs. Est-ce que c'est le retour du kolkhoz fleuri en ville ou quoi? Alors le kolkhoz, pas du tout. On va être très clair là-dessus. Enfin, le retour du kolkhoz, vous parliez comme si vous aviez grandi en URSS, Sylvain. Faut quand même pas charrier. On en parlait à l'époque. Non, on a tout un moment de la vie de Sylvain Lévy-Valency qu'on ne connaît pas. Mais bien sûr. Non, mais les choses aujourd'hui, la colocation est très développée. Le problème de la colocation, c'est qu'aujourd'hui, il faut des garanties à chaque fois de chaque colocataire. Les choses de colocation, on le connaît. C'est l'évolution. Il y a des boîtes spécialistes de ça. Oui, il y a des boîtes spécialistes. Des mécanismes de sûreté et de garantie. On est bien d'accord. Mais la seule chose, c'est que ça fait peur. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une colocation, vous savez qu'au bout d'un an, vous en avez un des 3 colocataires, par exemple, qui va changer et il va être remplacé par un autre, et ainsi de suite. La seule chose, c'est qu'à chaque fois, il faut revérifier la totalité des garanties, refaire le bail en totalité, puisque ce sont plus les mêmes colocataires. Je rappelle que quand ils signent le bail, ils sont conjoints et solidaires. Même si on a une caution, même si on a une garantie. Et donc à chaque fois, c'est refaire le bail, refaire les différents points. C'est une bonne idée. Mais c'est une idée importante. Et le co-living, vous y êtes favorable? Alors, le système de co-living, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la transformation la plupart du temps d'anciens locaux industriels ou de bureaux en habitation pour faire du co-living. Pourquoi? Parce que le problème, c'est un problème de permis de construire. Vous pouvez pas faire de co-living obligatoirement dans de l'habitation parce que vous devez transformer vos locaux. Et ça existe dans certains endroits, notamment avec toute une partie on va dire, étudiants ou de jeunes rentrant sur le marché du travail. Mais après ça sort. On modifie les choses. On va parler politique, et vous avez été l'un des hommes politiques syndicaux dans le métier, à être pas tendre du tout avec le président de la République. Vous avez dit, vous l'avez dit sur l'antenne de Radio Imo, vous l'avez dit un peu partout. Michel Barnier va nommer un 6e ministre du Logement. Et on sait déjà... 6e en combien de temps? En 2 ans. En 2 ans. Alors, c'est du jamais vu là aussi. Notre président bien-aimé a battu tous les records. Alors, Michel Barnier va nommer un 6e ministre du Logement au bout de 5 gouvernements, en sachant qu'on sait déjà, Olivier Safar, que ce sera pas un ministre de plein exercice. Il y en a 16 de plein exercice. Sur les 38 nommés, on sait que le logement ne sera pas une priorité en l'état, puisqu'on saurait déjà en l'état, si c'était un ministre de plein exercice, comment vous le vivez? Mal. Comme les années précédentes, il faut dire les choses. Aujourd'hui, le logement est un point très important pour tous nos concitoyens. Et il est mis de côté par le gouvernement depuis déjà pratiquement 7 ans. Et je trouve ça anormal. Pourquoi? Parce que des points importants, ils sont là. On le sait, à l'époque, on disait quand le bâtiment va et l'immobilier va, tout va dans le pays. Aujourd'hui, on le sait très bien, le construction, ça va pas du tout, le bâtiment, on le sait, l'immobilier, encore moins. Donc on est aujourd'hui dans une crise d'abord de confiance, mais une crise d'activité, et on va avoir une difficulté à redémarrer. Il y a plus la crise dure longtemps, plus le redémarrage va être difficile. Et c'est ce que l'on craint aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut espérer? Qu'est-ce qu'il faut espérer alors? Il faut espérer que... C'est quoi le rebond? Parce que il y a 2 700 000 Français qui sont mal logés. Il y a 4 millions de personnes qui vivent en état de précarité. Il y a un vrai sujet là. Il y a un vrai sujet, il y a une vraie réalité. Le rebond, c'est baisser les taux d'intérêt pour le rachat, ce qui est le cas. Ça a été fait jeudi dernier par la BCE, tant mieux. Mais on voit pas trop les effets. On voit rien. Pourquoi? Parce que baisser les taux est une chose, mais baisser la demande d'apport n'existe pas. Ils ont dit qu'ils baissaient l'apport de 35 à 25%. Aujourd'hui, quand vous regardez les différents dossiers, on est au-dessus de 30 dans la plupart des dossiers. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il faut comprendre que l'apport, ce n'est pas obligatoirement 30 ou 35% de la valeur de l'achat de l'appartement qui a augmenté, qui ne baisse pas suffisamment.
Le deuxième point, vous l'avez compris, c'est la baisse des prix. Mais baisse des prix de 3, 4, 5%, ce n'est pas suffisant pour faire redémarrer les choses. C'est très clair. À suivre. Jean-Marie. Merci beaucoup Sylvain Lévy-Valency. On va peut-être remercier votre invité quand même. Absolument. Merci Olivier Safar. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris et on vous suit régulièrement sur les médias. Allez, restez. Merci de m'avoir reçu en tout cas et j'espère que on va avancer vers un redémarrage de l'activité immobilière parce qu'elle va nous permettre de redémarrer la France entière. Bon, en attendant, on va vous laisser remplir et signer votre état des lieux de sortie de ce studio. Et puis on se retrouve dans quelques instants en compagnie de Sylvain Lévy-Valency. 0826 300 300. Vous êtes nombreux à nous appeler toute la semaine et à nous laisser vos messages, à poser vos questions, notamment sur le répondeur de Sud Radio. Question aujourd'hui. Est-ce que je peux emprunter encore quand je suis un senior? La réponse dans quelques instants.